Quel meilleur miroir d'une société que ses écrivains? Miroir de son histoire, de ses angoisses, de ses espoirs, de ce qui la rassemble et l'écartèle. 10 écrivains israéliens dressent le saisissant portrait de cette folle mosaïque qui constitue leur pays. Émigrants des 4 coins du monde, rescapés de la Shoah, traumatisés des guerres qui se succèdent, soldats confrontés à leur rôle d'occupants. Et toujours ce désir de vivre une vie normale, quand la normalité se dérobe constamment. Celui qui arrive en Israël pour la première fois est stupéfait par notre vie au quotidien, par la charge émotionnelle des gens, leur rapport entre eux, leur sincérité, par cette sorte de chaleur qui n'existe qu'ici. Et cela s'exprime aussi dans notre littérature. Quand on prend le métro à Paris, les gens sont silencieux. Ils lisent le journal ou regardent leur portable. En Israël, quand vous voyagez en train, tout le monde est au téléphone et parle à haute voix de choses très intimes. Par exemple, au cours des 3 derniers mois, j'ai entendu des hommes divorcer en direct, dévoiler des secrets militaires, parler de conflits d'héritage. Toutes les histoires sont là, exposées. Il suffit de tendre l'oreille, d'être curieux, et voilà, on tient à l'idée d'un livre. Israël, avec ses problèmes, ses conflits internes, est une mine d'or pour les écrivains. Il y a tellement de tensions dans un territoire si petit, tellement de problèmes. Pour un écrivain, c'est le paradis. Je préférerais que ce soit un peu plus calme ici, mais pour un auteur, c'est une bénédiction. Il y a des peuples qui ont bâti des empires, comme les Romains, la France de Napoléon, les Mongols, de grands empires. Les Juifs n'ont jamais bâti d'empire. Nous n'avons pas construit les pyramides, ni écrit la 9e symphonie, ni peint la chapelle Sixtine. Mais nous avons écrit des histoires. J'ai commencé à inventer des histoires et à les raconter à mes copains avant même de connaître l'alphabet. Des histoires sorties tout droit de mon imagination. En sport, j'étais nul. Au jeu, pas très bon. À l'école aussi. En plus, j'étais petit, maigre et pas très beau. Ma seule chance avec les filles, c'était de leur raconter des histoires. C'est peut-être ce que je continue à faire encore aujourd'hui, je cherche à impressionner les filles. L'un des souvenirs les plus forts et les plus heureux que ma mère avait de ses parents, qu'elle a perdus tous les deux pendant la Shoah, c'était les histoires qu'il lui racontait le soir avant de dormir. Il vivait dans le ghetto et ne pouvait pas trouver de livres. Alors il les inventait. Elle aimait tellement ce moment qu'elle s'était dit que si elle avait des enfants un jour, elle ne leur achèterait aucun livre, mais qu'elle leur raconterait chaque soir une histoire qu'elle aurait inventée. C'était une formidable conteuse et elle me racontait des histoires magnifiques. Notre maison était remplie de livres, mais aucun pour enfants. Pour ma mère, lire un livre à un enfant, c'était comme lui commander une pizza pour dîner. C'est ce que font les parents paresseux. Quand on aime ses enfants, on leur invente chaque soir une nouvelle histoire. Mon père me lisait beaucoup d'histoires quand j'étais petit. Et je me souviens que l'une d'elles était Le livre-cœur de Edmondo de Amicis, un auteur italien. Je pleurais tellement quand il me lisait les histoires sentimentales de Amicis que je me disais, si j'arrive un jour à faire pleurer les gens avec mes histoires, comme Amicis, ce serait formidable. Mes parents ont beaucoup orienté mes lectures en me disant ce qu'il fallait lire ou ne pas lire, sans jamais me dire « ce n'est pas pour toi, tu es trop jeune ». Ils me disaient seulement « ne lis pas ça, ce n'est pas bien écrit ». J'entendais tout le temps des histoires dans ma famille. Tout le monde aimait raconter des histoires et savait comment les raconter. Ils trouvaient le ton juste.
savaient construire le récit, créer une tension. Les premiers poèmes que j'ai écrits quand j'étais enfant étaient très tristes. C'était sur des chats et des chiens qui mouraient écrasés. Puis il y a eu la guerre des 6 jours. Et j'ai écrit sur des soldats qui avaient été tués, sur les parents endeuillés ou les enfants orphelins. Je me souviens que ma mère, qui aimait bien lire mes poèmes, Était plus préoccupée par moi que par mon écriture. elle me disait toujours Mais pourquoi tes poèmes sont si noirs? Pourquoi es-tu si triste? Tu as une enfance heureuse, une vie très agréable. Pourquoi tes poèmes sont-ils si sombres? Je n'étais pas une enfant mélancolique, mais je pense que j'étais déjà consciente de la notion de disparition d'une façon très intense. Et que malgré cette enfance plus ou moins normale que j'ai connue, j'avais toujours cette crainte de la perte d'un proche, que cela pouvait arriver si facilement. Je devais avoir moins de 4 ans. Il y avait une sorte de fête chez mes parents. Je me souviens de beaucoup de musique très forte et d'un tapis à fleurs qui se trouve aujourd'hui dans la pièce où j'écris. Il est complètement déchiré, mais je l'aime et je l'ai gardé. Je me souviens de moi marchant au milieu des jambes d'adultes beaucoup plus grands que moi. Et soudain, j'ai réalisé que tous ces gens allaient mourir. J'ai eu une sorte d'illumination et j'ai compris que tout le monde était mortel et qu'à la fin, il y avait la mort. Je me rappelle avoir fondu en larmes. Ma mère est arrivée et m'a pris dans les bras en me demandant ce qui se passait, mais je n'ai pu rien dire. Elle m'a emmené dans la salle de bain et m'a demandé à nouveau ce qui s'était passé exactement. Mais j'avais peur que si je le lui disais, cela se réaliserait. Et je ne lui ai rien raconté. C'était une nuit d'orage et il y avait une panne générale d'électricité. Nous avions allumé des bougies. C'était l'heure d'aller se coucher, mais on a pu rester à cause de la tempête. Nous étions assis là, à la lueur des bougies, et soudain, mon père a pris un livre de Kafka, La Métamorphose, et il a commencé à lire. C'est un souvenir qui est resté à jamais gravé dans ma mémoire, de façon si puissante, si profonde. Je pense que je n'ai jamais plus été la même enfant après. Ça a été si violent. Dans mon livre « Ce qui reste de nos vies », je me suis intéressée à la relation parent-enfant, contrairement à ce que j'avais écrit jusque-là, qui traitait plus des relations hommes-femmes, alors que là, le sujet parent-enfant est au cœur du livre. Toute ma vie, j'ai écrit sur le thème des relations entre parents et enfants, mais toujours du point de vue de l'enfant. Et le jour où mon fils est né, je me suis mis à écrire les mêmes histoires, mais du point de vue de l'adulte. Ici, les rapports entre parents et enfants sont chargés d'angoisse, de culpabilité et de dépendance. Et j'ai surtout l'impression que la relation entre les mères et leurs fils est la plus compliquée et la plus effrayante. Parce qu'à partir du moment où vous mettez un garçon au monde en Israël, vous savez qu'à 18 ans, l'armée va vous le prendre, sans savoir s'il en reviendra ou dans quel état il en reviendra. Peut-être sain et sauf physiquement, mais mentalement, il ne sera plus jamais le même. Ou pire, qu'il revienne blessé, ou même qu'il ne revienne pas du tout. Et petit à petit, je comprends combien ça influe sur notre façon d'être mère.
plus pour les mères que pour les pères. À mesure qu'ils grandissent et qu'ils arrivent à un âge où il faudrait plus les responsabiliser, les faire grandir et les préparer à l'âge adulte, au même moment approche l'âge du service militaire. Et on veut juste alors les protéger, profiter d'eux encore un an, avant que ce monstre qu'est l'armée ne les avale. Et ça perturbe tout. J'ai écrit à propos de l'expérience de ces enfants qui étaient si jeunes lorsqu'ils sont devenus soldats. Ils avaient 19 ou 20 ans et se sont retrouvés à faire des choses qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Quand on est jeune, on a l'impression d'être tout-puissant. On se dit, nous sommes les plus grands, les plus forts, et rien ne peut nous arriver. Mais quand vous voyez pour la première fois vos amis se faire tuer, vous perdez ce sentiment. Et vous réalisez soudain combien tout est fragile, et combien tout est éphémère, et combien il faut être prudent. Et je pense que ça a eu sur moi une énorme influence, pas seulement sur mon écriture, mais aussi sur mon comportement quotidien, sur la façon dont j'ai élevé mes enfants. Je suis fou d'inquiétude à l'idée qu'il leur arrive quelque chose. Donc ça a une influence. Comme tous les gens qui ont traversé des guerres et souffrent de traumatisme, je pense que la société israélienne est une société traumatisée. Une société qui, de façon collective, souffre de post-traumatisme. On a l'impression que la guerre en Israël, c'est comme une biennale. Une guerre tous les 2 ans. Se demander quand aura lieu la prochaine guerre est une conversation banale. Les gens disent « peut-être cet été » ou « à l'automne », comme si c'était un phénomène naturel. Je me suis toujours demandé comment combattre sans faire de mal à personne. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de devenir écrivain. Comment élever mon enfant si je ne suis pas capable de croire que dans 10 ou 20 ans, la situation sera différente? Comment puis-je demander à mon fils de rester vivre ici si je lui dis que toute sa vie, ce ne seront que des guerres et des gens qui s'entretueront? La vie nous apprend que lors de catastrophes ou même de miracles, ce sont les petits détails qui décident de notre destin. Parfois, vous rencontrez un couple qui, sans une suite de circonstances extraordinaires, ne se serait jamais rencontré. Ou au contraire, comment une femme aurait pu éviter un accident de voiture ou échapper à un attentat si elle était restée chez elle 2 minutes de plus. À quelques minutes de chez moi, au moment où j'allais traverser, un autobus est passé devant moi et a explosé. Sous le souffle de l'explosion, j'ai été projetée en l'air et je suis retombée sur le trottoir. J'ai tout de suite compris que c'était un attentat. Alors j'ai regardé autour de moi. Il y avait plusieurs corps qui brûlaient sur le sol. C'était des images insoutenables, des morceaux de corps, du sang partout. On m'a emporté dans une ambulance, puis une opération du genou. Le plus terrible, c'est que je ne m'intéressais plus à rien, ni aux mots, ni à la littérature. Et après 6 longs mois, un matin, je me rappelle très bien, j'ai pu me lever. Je pouvais enfin marcher sans les béquilles. Je boitais un peu. Je me suis lentement avancée vers mon ordinateur. La douleur était déjà moins forte. Je me suis assise devant l'ordinateur et je l'ai allumé. J'ai lu les 2 derniers chapitres de ce que j'avais écrit. Et quand je suis arrivée à la dernière phrase,
J'ai continué à écrire la suite, comme si rien ne s'était passé. Ça a été un sentiment très fort, une victoire sur moi-même, ce retour au quotidien. Mais je pensais ne jamais écrire sur ce qui m'était arrivé. Ça m'a pris plusieurs années avant de pouvoir écrire sur un attentat terroriste. Et à ma grande surprise, quand j'ai commencé à écrire Douleur, où je voulais parler de la douleur chronique, mon projet est devenu complètement différent. J'ai eu besoin de 10 ans pour me libérer de ce qui m'était arrivé. Il y a vraiment dans la littérature la possibilité de revenir sur des événements traumatisants, mais cette fois sans être pris au piège, sans se fixer de limites et sans en être la victime. Nous le savons tous, et les écrivains le savent aussi, que dans toute situation humaine que l'on décrit, il y a dessous une autre histoire qui donne un angle différent de la situation que l'on vient de raconter. Et en dessous, encore une autre histoire, et puis une autre. C'est l'archéologie humaine. Ce qu'il y a de fascinant dans un livre, c'est d'observer ce désordre humain qui contient tellement de mensonges et de vérités, et le tout ensemble. La vérité, le mensonge, la justice, l'injustice. L'écriture naît d'une sorte de détresse. D'une tentative de combler des manques qui existent dans la réalité de l'écrivain. Je ne pense pas que ce soit toujours de la souffrance, mais que la souffrance aide souvent à écrire. Non, je ne crois pas que ce soit une condition nécessaire. C'est ce que pense mon ami Amos Oz, qu'il faut une blessure pour pouvoir écrire. Mais ça n'a rien à voir. Chaque écrivain est différent des autres écrivains. J'ai toujours pensé que notre chance, à nous artistes, était qu'il y a toujours quelqu'un qui n'a pas peur de regarder ses blessures. Parce qu'en général, nous n'aimons pas regarder la blessure de quelqu'un d'autre. Et mon livre, Un cheval entre dans un bar, parle de cela. De quelqu'un qui voudrait que l'on regarde ses plaies sans reculer devant elles, sans s'enfuir. J'avais envie de raconter l'histoire d'un enfant qui se trouvait dans un camp de préparation militaire, quelque part dans le Negev, quand tout à coup, on l'appelle pour lui dire qu'il doit rentrer chez lui pour un enterrement. Il comprend qu'il s'agit de la mort d'un de ses parents, mais personne ne lui dit si c'est son père ou sa mère. Et pendant les 4 longues heures du voyage, il se rend à l'enterrement sans savoir qui est mort. Chaque fois que je terminais un roman, un livre pour enfants ou une pièce, je me disais « Maintenant, je dois écrire l'histoire de cet enfant ». C'est une histoire vraie qui est arrivée à quelqu'un avec qui j'ai grandi dans le quartier où on habitait à Jérusalem. Et j'ai cherché pendant près de 25 ans comment raconter cette histoire sans savoir comment faire. Et un jour, soudain, je ne me rappelle même plus comment ça m'est venu, je me suis dit « Il faut qu'il raconte son histoire sur scène dans un stand-up. Il faut qu'il soit devant un public. » Un public indifférent, venu pour se divertir et oublier ses soucis. Et soudain, il leur raconte cette histoire personnelle et bouleversante. Et pour que le public ne s'enfuie pas, il faut qu'il leur invente des blagues, il les lance sur de fausses pistes pour que les gens restent. J'ai bien aimé cette tension entre la tragédie et la comédie. Son humour est un humour très israélien, un humour tranchant, dur, vulgaire, alors que l'humour juif joue sur l'autodérision. L'humoriste rit toujours de lui-même, avant de rire des autres. Nous nous moquons de nous-mêmes. Et c'est vrai que parfois ça peut être de l'humour noir. Mais je ne pense pas que ce soit un humour qui a trouvé son origine ici. Ce sont nos parents qui l'ont apporté avec eux. אני עוסקת בזיכרון
Je m'intéresse aux souvenirs dans presque tous mes livres. Et c'est vrai que la baraque, dans mon roman Le bruit de nos pas, est le personnage principal. Et la baraque dont je parle, dans ce quartier très pauvre qu'est Petah Tikva dans les années 60, ce quartier d'orientaux qui ont quitté les tentes pour des baraques, raconte l'histoire d'une famille où il n'y a pas de père, une famille matriarcale que le père a quittée, et où la mère est une femme très forte et très très impressionnante. Elle a 3 enfants, dont l'un d'eux est la narratrice de l'histoire. Il s'agit de la petite fille. Ce n'est pas un livre avec une intrigue. L'intrigue naît des images de souvenirs. La mère est une femme qui vient d'une famille d'un milieu aisé, presque aristocratique, qui vit au Caire. Elle vit l'immigration de façon très traumatisante, car elle se heurte à des conditions culturelles, sociales, économiques et psychologiques complètement différentes. Et c'est vrai que cette mère venait d'un endroit où elle était en quelque sorte une princesse. Mais une princesse au pouvoir limité, à cause de la place des femmes dans la société orientale. Ce n'était pas simple non plus. Et elle me disait, il faut que tu comprennes que le sionisme m'a enfin libérée de ton père, de mon père, et de cette prison où on enfermait les femmes en Égypte. Ce qui est intéressant chez cette femme, c'est qu'elle acquiert sa liberté, son autonomie, son féminisme, si vous voulez, grâce à l'immigration. Quand on est arrivé en Israël, comme la plupart des nouveaux immigrants, on nous a tout de suite mis dans une sorte de ghetto. C'était une nouvelle forme de pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté de Dostoïevski, où l'on s'assoit dans des sous-sols sombres, avec juste une petite fenêtre. Non, c'était la pauvreté des immeubles mal construits, avec l'odeur de nourriture dans la cage d'escalier, le linge étendu aux fenêtres, avec un tel manque d'homogénéité de la population que ça en devient gênant, où il faut apprendre à s'entendre. C'est la pauvreté. Nous étions quelques enfants de nouveaux immigrants et on a vite appris l'hébreu. D'un autre côté, comme je parlais russe, je m'amusais à jouer avec les 2 langues. Ma relation avec la langue hébraïque est une relation d'amour fou, sensuelle et absolue. Mais il y a des choses qui m'échappent en hébreu, comme par exemple tout ce qui touche à la Bible. Je ne crois pas qu'il existe ailleurs une autre ascendance littéraire où je pourrais lire des textes que le roi David a écrits il y a 3000 ans et en comprendre la plus grande partie, et que lui pourrait lire mes livres. Il ne comprendrait pas les mots voiture, ordinateur ou réfrigérateur, mais il comprendrait très bien tout ce que j'ai écrit sur l'amour, la passion, le souvenir, la mort, la vengeance, les relations entre un père et son fils, entre une mère et sa sœur. De ce point de vue-là, nous parlons la même langue. Et en très peu de temps, on a créé une nouvelle langue sur la base de la langue antique de la Bible. Et si Abraham, le patriarche, venait chez moi pour dîner, il comprendrait plus de la moitié des propos de ma fille, qui a 24 ans. Dans la Bible, il y a énormément d'histoires, beaucoup plus que dans le Nouveau Testament et dans le Coran. Ce sont des histoires que tout le monde peut comprendre, de trahison, d'adultère, de meurtre, de parents qui préfèrent un enfant à un autre, et d'autres histoires familiales très dures. C'était le livre que mon père nous lisait avant de dormir, tous les jours, soir après soir.
pendant des années. C'est pour cela que mon intérêt pour la Bible est plus littéraire que théologique. Et c'est surprenant parce qu'on croise parfois des gens qui n'ont pas une grande culture et n'ont même pas conscience à quel point ils parlent la langue de la Bible. Comme le héros de Molière qui ne savait pas qu'il faisait de la prose, ici, les gens parlent comme dans la Bible sans le savoir. Mon livre, Judas, n'est pas un guide touristique sur Jérusalem. C'est une ville blessée, divisée par des barbelés. Une partie est israélienne, l'autre jordanienne. Il n'y a ni Palestiniens, ni colons, ni Mossad, ni violence, ni hommes d'affaires, ni complot. 3 personnes qui boivent du thé et qui discutent. Un peu de sexe, mais seulement à la page 265. J'ai écrit ce livre pour que celui qui me lit puisse lui-même revisiter ses certitudes, son univers. Je ne donne pas de réponse. Si quelqu'un veut savoir ce que je pense, il n'a pas besoin de lire mes romans. J'ai écrit 600 articles qui se trouvent tous sur Internet. Ce que je pense du sionisme, du christianisme ou des Palestiniens. Pourquoi lire un livre de 400 pages uniquement pour savoir si Amos Oz est contre ceci ou pour cela? Tout a commencé quand j'avais 14 ans, au kibbutz Hulda. Tous les autres garçons partaient jouer au basket en fin de journée. Et moi, j'allais à la bibliothèque lire le Nouveau Testament. On ne l'étudie pas dans les lycées juifs. Mais lorsque j'arrivais à l'histoire de Judas, du baiser et de l'argent, je me transformais en détective. J'ai toujours aimé les romans policiers et je me posais les questions que se pose tout enquêteur. Il est question de quelle somme d'argent? L'équivalent aujourd'hui d'environ 600 €. Vendre ton Dieu, ton maître, pour 600 €? Judas était un homme riche, ce n'était pas un pauvre pêcheur de Galilée. Il possédait des terres. Et si tu l'as vendu pour 600 €, pourquoi es-tu ensuite allé te pendre? C'est le cœur de l'histoire. Dans toutes les représentations de la scène, pendant la Renaissance par exemple, Jésus est beau comme un dieu. Et ses apôtres, à sa droite et à sa gauche, sont aussi beaux que lui. Tous blonds, évidemment, et les yeux bleus. Et à l'autre bout de la table, il y a un type effrayant, sémite, petit, les oreilles décollées, le nez crochu, le regard fuyant, les lèvres épaisses, les dents cariées et un sourire fourbe. C'est nous. Ce n'est pas dans le journal Der Stürmer, c'est pendant la Renaissance. Cette histoire de Judas, on la raconte aux enfants dès l'âge de 3 ans. Leur grand-mère, leur tante, leur père ou leur mère leur ont raconté que ce Judas, ainsi que tous les Juifs, ont tué Dieu pour de l'argent. Des milliards de gens dans le monde ont grandi avec ce lavage de cerveau, en pensant que nous sommes tous des Judas, des assassins de Dieu, que nous sommes tous des traîtres, que nous aimons tous l'argent, que nous embrassons pour mieux tuer. C'est une histoire terrible, la plus terrible de toute l'histoire. Herzl, et peu de gens le savent, avait hésité entre 2 possibilités pour créer un pays pour les Juifs. Il hésitait entre la Palestine et l'Argentine, et il a choisi la Palestine.
L'histoire, c'est que le baron Hirsch avait acheté un très grand territoire en Argentine et a invité les Juifs de l'Europe de l'Est à y établir une sorte de colonie juive. Et dans les années 30, au début du XXe siècle, des dizaines de milliers de Juifs sont arrivés en Argentine et y ont bâti des villes. Ça a été en fait la seule véritable expérience qui a été réalisée pour établir les Juifs sur un territoire qui leur appartiendrait, en dehors d'ici. Lorsque j'y suis allé pour préparer mon livre, je suis arrivé à Moïseville, où l'on parle jusqu'à aujourd'hui deux langues, l'espagnol et le yiddish. C'est un récit historique fascinant qui a excité mon imagination. Que se serait-il passé, et dans quelle mesure cela aurait modifié l'essence même du pays dans lequel je vis, si nous étions entourés par des gauchos, et pas par nos voisins actuels? J'ai voulu écrire l'histoire d'un Israélien qui se perd en Amérique du Sud et que son fils va chercher. Ça m'intéressait car d'habitude c'est l'inverse qui se passe. Normalement, ce sont les jeunes qui se perdent et leurs parents qui vont les chercher. J'ai pensé qu'il serait intéressant d'inverser les rôles et j'ai commencé à écrire. Une histoire simple, presque un livre à suspense. Le personnage principal, qui a 65 ans, part en Amérique du Sud. Et c'est seulement une fois là-bas, plus de 40 ans après la guerre, qu'il commence à se rappeler. Il a des flashbacks de ce qui s'est passé. En fait, c'est une expérience que j'ai vécue. Je suis parti voyager 2 ans après mon service militaire et je ne pensais pas être quelqu'un qui pouvait être atteint de traumatisme ou qui aurait pu avoir des flashbacks. Et tout d'un coup, sur la route entre la Bolivie et le Brésil, un très long voyage, 28 heures d'autobus, j'ai été submergé par des images de l'intifada que j'avais totalement refoulées. Tous ceux qui, à l'époque, faisaient partie de notre groupe d'élèves officiers avaient été bouleversés. La première fois que vous voyez un camp de réfugiés, vous ne l'oubliez jamais. J'ai vu ce qui s'y passait. Je comprends. Combien c'est... Combien il existe une réelle aspiration nationale palestinienne, combien la vie des gens y est difficile, qu'il y a un fossé énorme entre la liberté dont nous jouissons ici et la situation économique là-bas. À partir du moment où l'on voit ces choses-là, on ne peut pas les oublier. Je ne peux pas penser à mon identité sans penser aux Arabes palestiniens qui vivent ici et font partie de mon identité, en particulier depuis 1967 et la guerre des 6 jours. Au début, il n'y avait pas eu de joie, mais une peur immense. Le petit État d'Israël de 3,5 millions d'habitants se retrouvait face à 200 millions d'Arabes qui nous disaient de toutes les manières possibles qu'ils ne voulaient pas de nous ici. Je me souviens de la station de radio du Caire qui diffusait des programmes en hébreu et s'adressait à nous en disant « Fuyez pendant qu'il est encore temps. Nous allons venir et vous jeter tous à la mer. Nous violerons vos sœurs et vos mères. » C'était très explicite et en des termes peu délicats. J'étais encore un enfant, j'habitais à Jérusalem et n'avais jamais appris à nager. J'ai exigé de mes parents qu'ils m'inscrivent à un cours de natation pour que, si on me jetait à la mer, je puisse m'en sortir. Je me souviens que la fille de nos voisins était venue chez nous avec une carte et des épingles. Tu vois, on a conquis tout ça, et ça, et ça, et puis ça, et ça. Nous sommes restés assises par terre pendant des heures, à regarder ce que nous avions conquis. Et nous marquions d'une épingle chaque endroit sur la carte. Et brusquement, mon père est arrivé. Mon père qui était de gauche. Il arrivait de Tel Aviv. Il était livide. Tout le monde était content, mais lui était effondré. Et il nous a dit, « Nous paierons très cher ces conquêtes. Ce n'est pas une victoire. » Ma sœur l'a chassé de la maison. Notre victoire a soudain multiplié par 5 notre territoire. D'un pays minuscule, nous sommes devenus un empire.
D'un peuple qui, durant toute son histoire, a été dépendant des bonnes intentions des autres peuples, et le plus souvent de leurs mauvaises intentions à notre égard, nous sommes devenus des souverains. Nous pouvons décider pour des millions de personnes à quel moment ils peuvent aller dormir, quelles routes leur sont interdites et à quelle heure commence le couvre-feu. On peut entrer brusquement dans leur chambre à coucher ou dans celle de leurs enfants. Nous pouvons décider de tout. Nous occupons les territoires de 4 millions de Palestiniens qui ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas. Et moi, je ne veux pas les contrôler. Si vous contrôlez un peuple pendant 50 ans, vous vous mettez inévitablement à penser qu'il vous est inférieur, qu'il y a différentes catégories d'êtres humains. C'est à ce moment-là que commence l'autodestruction d'une société. Si elle se met vraiment à croire cela, alors commence notre chute en tant que société et en tant que démocratie. C'est le problème, c'est une maladie, un cancer. Il faut cesser l'occupation. Même si la seule solution est de donner la citoyenneté aux Arabes qui sont dans les territoires ou dans une partie des territoires. Il faut absolument en finir avec cette occupation. C'est quelque chose de terrible. Je pense que les écrivains israéliens, moi comprise, ont un problème. Ils ne parlent pas assez de l'occupation. Si un extraterrestre venait ici et voulait apprendre notre histoire à travers notre littérature, il ne saurait même pas qu'il y a une occupation ici. Il faudrait qu'il fasse de gros efforts pour découvrir que depuis plus de 50 ans, nous contrôlons un autre peuple. Aujourd'hui, il faut expliquer aux gens ce que vous voulez dire quand vous parlez d'occupation. La plupart des gens n'appellent déjà plus cela de l'occupation. Ils disent l'occupation, entre guillemets, ou la soi-disant occupation. Il est évident qu'il est impossible de garder une attitude démocratique quand on contrôle un autre peuple depuis 50 ans. La plupart des Israéliens n'y pensent jamais. Ils n'y pensent pas. Ni au mur de séparation, ni à ce que représente un mur de séparation, ni à ce que signifie d'avoir une route réservée aux colons et une autre route pour les Palestiniens. Je suis quasiment certaine que la plupart des gens n'y pensent pas. Ils ont jeté un écran de fumée là-dessus. Ils ne veulent pas y penser. Ils ne veulent pas voir ces choses-là. J'espère que ni moi, ni mes proches n'oublieront un seul instant la réalité de ce que représente la construction de ce mur de séparation, ainsi que toutes les autres mesures aussi effarantes qu'Israël se permet de prendre en mon nom. Il y a des gens qui s'habituent. La plupart des gens s'habituent. Moi non. Il m'est difficile de m'habituer à ça. Ce qui me dérange, c'est que ce mur soit construit au mauvais endroit. Je ne suis pas contre un mur de séparation entre mon jardin et celui de mon voisin. Mais là, ils ont construit le mur en plein milieu de son jardin. C'est ça qui me dérange. C'est comme si cela avait toujours existé, mais c'est faux. Et occuper ou contrôler un autre peuple, c'est la source de tous les problèmes de ce pays que j'aime tellement. À mes amis juifs, je leur dis, nous ne sommes pas les seuls dans ce pays. À mes amis palestiniens, je leur dis, vous n'êtes pas les seuls dans ce pays.
Nous ne sommes pas les seuls à Jérusalem. Vous n'êtes pas les seuls à Jérusalem. Nous, les Juifs, n'avons nulle part où aller. Et vous, les Palestiniens, non plus. Alors pourquoi ne pas se mettre au lit tous ensemble pour une lune de miel? Parce que c'est impossible après un siècle de haine et de blessures. Il faut d'abord partager cette maison en 2 appartements. Israël, Palestine. Je ne parle pas d'un grand amour, ni d'une histoire où Israéliens et Palestiniens se promèneront main dans la main au coucher du soleil, comme dans un film hollywoodien. Ça ne se passera pas comme ça. Ce sera au début une histoire d'intérêt commun, et peut-être dans quelques années, une curiosité réciproque. Il est indispensable que les Palestiniens commencent à vivre sans que nous leur fassions de l'ombre. Je ne veux faire de l'ombre à personne, et que personne ne m'en fasse. Nous avons besoin de leaders du côté juif israélien, mais aussi du côté arabe palestinien, qui disent aux 2 peuples: le moment est venu de laisser opérer les chirurgiens. Vous savez que cette opération est indispensable. Et cette opération, c'est la séparation en 2 États. C'est vrai que c'est une opération très difficile. Le problème, c'est que les médecins ont peur des 2 côtés. Les patients sont prêts pour l'intervention, mais pas les médecins. À une époque, le journal Haaretz avait une tradition, inspirée par le journal Libération, je crois. Demander 1 fois par an à un écrivain de jouer le rôle de journaliste. Et moi, mon rôle a été d'interviewer Benjamin Netanyahou. Je lui ai dit « Excusez-moi, monsieur Netanyahou, mais je voudrais discuter avec vous de l'avenir de mon fils. Que faites-vous aujourd'hui pour tenter de résoudre le conflit israélo-palestinien ?» Et il m'a répondu « Je ne fais rien. » Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Il ne faut pas oublier que notre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, est un vrai magicien. Il a l'art de mélanger les problèmes et les vrais dangers auxquels Israël fait face. Et il y en a vraiment. Netanyahou sait mêler les vrais dangers au traumatisme du passé. Et nous, les Israéliens, en tant que société qui a vécu un traumatisme, nous sommes désarmés devant une telle manipulation. Parce que tout danger ou toute menace, si minime soit-elle, nous la traduisons en termes radicaux de Shoah, d'extermination. Et donc, nous ne pouvons plus rien faire. Nous sommes paralysés. Ce qui se passe en ce moment est la conséquence directe de la conquête des territoires en 1967. Avoir laissé une poignée de croyants messianiques s'y installer en entraînant tout le reste du pays dans une aventure complètement folle. Aujourd'hui, les colons ont triomphé. Ils ont largement gagné. Cette minorité a réussi à imposer sa politique à la majorité. Et il sera très difficile de faire marche arrière. Herzl parlait d'un État pour les Juifs, alors qu'aujourd'hui, nos dirigeants parlent d'un État juif. Ce sont 2 choses complètement différentes. Un État juif, ça veut dire un État religieux, comme on parle d'un État islamique. Herzl souhaitait une séparation entre la religion et la politique. Il disait « Il faut enfermer les rabbins dans les synagogues et les cadres de l'armée dans les camps militaires. Ils ne doivent surtout pas se mêler de politique. » Or aujourd'hui, la religion et les religieux sont impliqués dans la politique jusqu'au cou. Et c'est ce qui menace l'existence même de notre pays. Nous allons droit à la catastrophe. Il y a un groupe de dirigeants politiques qui, sans mauvaise intention, est devenu aveugle. Et avec un manque total de compréhension, il entraîne le pays vers sa destruction.